Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Live, c'est Eurozone ce mercredi matin, jour de France-Portugal, ce troisième et dernier match des Bleus dans cette poule F de l'Euro 2020. On va évidemment parler de cette rencontre, on reviendra également sur le match nul des Bleus face à la Hongrie qui a eu lieu samedi, un match vraiment compliqué pour les Bleus mais qui ont assuré l'essentiel et qui sont qualifiés depuis lundi soir et les résultats, les victoires notamment de la Belgique, du Danemark ou encore de l'Autriche contre l'Ukraine. Les Bleus qui seront donc en quête de première place ce mercredi contre leurs meilleurs ennemis depuis 5 longues années. Ces Portugais qui donc, on le rappelle, s'étaient imposés à Saint-Denis pour décrocher le premier Euro de leur histoire. Comme pour la Hongrie et l'Allemagne, je ne serai pas seul évidemment pour présenter cette rencontre. Je serai en compagnie de mon binôme de toujours, Mathieu. Salut Mathieu, comment tu vas ? Salut Grégoire, très heureux d'être avec toi pour évoquer le dernier match des Bleus et celui qui arrive sur le Portugal et surtout prêt à démonter Benjamin Pavard. Oui, effectivement, on prévient nos éditeurs tout de suite. On fera 2 émissions en fin de semaine, une pour présenter le huitième de finale des Bleus, puisque les Bleus, donc, comme je l'ai dit, sont assurés d'être en huitième de finale, et une émission un peu plus globale sur les enseignements à tirer de ces phases de poule et la projection donc sur cette phase finale. On vous fera nos petits tableaux pour vous livrer notre vainqueur de cet Euro 2020. On va donc commencer sans plus tarder avec le débrief de ce match entre la Hongrie et la France. On va vous passer la fiche match de cette rencontre, donc un partout. C'est Fiola qui avait ouvert le score dans le temps additionnel de la première période avant qu'Antoine Griezmann n'égalise à l'heure de jeu. La France qui avait donc 66% de possession, qui a bien plus tiré que contre l'Allemagne et que la Hongrie, mais ça n'a pas suffi. L'équipe de France qui aurait pu s'imposer notamment en première période en prenant 1 voire 2 buts d'avance, mais au final l'équipe de France s'est fait doucher sur ce but de Fiola en fin de première mi-temps et a concédé le match nul en s'arrachant. Finalement Mathieu, je ne sais pas ce que tu peux retenir de cette rencontre, mais c'est peut-être au vu de la physionomie du match en tout cas, un bon point pour l'équipe de France, surtout que 48 heures plus tard, c'est un point qui lui a permis d'être officiellement qualifié, même avant ce dernier match contre le Portugal. Bah écoute, on va dire qu'avec le recul, on a frôlé la catastrophe. Les Bleus étaient à deux doigts de ne pas marquer ce but par Griezmann et de manquer cruellement de lucidité durant 90 minutes. On avait l'impression que le match aurait pu durer encore 2 heures. Et les Bleus n'arriveraient pas à marquer ce but, ou en tout cas le deuxième. On a vu des Hongrois solides, mais surtout comme je disais, des Bleus méconnaissables, qui à un stade de la compétition où ils sont très attendus, il y a eu la chaleur, il y a eu un stade qui était incandescent, et puis on a eu des Bleus un peu timides. Je pense que le mieux c'est de faire du cas par cas, mais on va dire à la performance globale, personne n'a été véritablement au niveau, si ce n'est peut-être un ou deux joueurs grand maximum. Et puis voilà, j'en veux à un trio inoffensif, enfin, une défense qui a pris l'eau, et puis peut-être un entraîneur qui n'a pas su trouver les solutions tactiques à ce grand dilemme. Écoute, t'as parlé d'inoffensivité, enfin, d'un trio inoffensif devant. On va se passer une petite stat sur Kylian Mbappé qui a cadré un tir sur 6 seulement contre la Hongrie. Il a manqué également 2 grosses occasions, notamment de la tête en début de match. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette occasion ratée par Karim Benzema qui a repris le ballon de Oh l'extérieur là du pied là, alors qu'il était face à Golacci et qui est passé juste à côté du poteau gauche du gardien hongrois. Donc voilà, des grosses occasions manquées par les Bleus en première période. Et derrière, bah voilà, c'est le fameux momentum du football. Quand tu ne convertis pas tes occasions et que tu domines outrageusement l'équipe adverse, souvent il y a grand danger. Et voilà, l'équipe de France a pris ce contre-là, d'ailleurs qui est passé sur le côté droit. Raphaël Varane perd son duel face à Fiola et ça fait 1-0 pour les Hongrois à la mi-temps. En termes d'enseignement, peut-être que moi je retiendrai le pressing et l'intensité que j'ai trouvé très loin du niveau de l'Allemagne. Alors c'est sûr qu'on jouait contre un bloc bas, donc forcément la physionomie du match est loin d'être la même. Mais on n'a pas su retrouver tous ces ingrédients qui avaient fait que l'équipe de France s'était montrée très solide contre l'équipe allemande. Et je pense que quand on peut voir la prestation de l'Allemagne contre le Portugal, ça donne encore plus de crédit à ce qu'ont fait les Bleus et notamment Lucas Hernandez sur son côté contre les Allemands, voire même Benjamin Pavard, hein, qui même s'il a fait une rencontre exécrable contre la Hongrie, avait été plutôt performant face à la Mannschaft. Il y a donc cette inefficacité en première période, comme on l'a dit, même s'il y a une bonne relation technique finalement entre Benzema et Mbappé, ils ont su se créer des occasions, même si au final ils ne les ont pas mis au fond.
Voilà, ce sera peut-être, on l'avait dit en préambule, que l'efficacité serait quelque chose de très important. Elle n'a pas été au rendez-vous pour cette équipe de France, et la conséquence, c'est que l'équipe de France n'a pas gagné cette rencontre. On va peut-être passer justement sur Benjamin Pavard, tu l'avais dit en Yes, ouverture. peut-être rapidement Ouais. devoir peut-être prévenir nos éditeurs que chez toi, c'est le déluge Oui, bon, aujourd'hui. comme toute Et du l'équipe de coup, c'est vrai, France, hein. Voilà, et si vous entendez un petit surplus de son indésirable, c'est voilà, c'est ça. le Mais tout va tonnerre, bien. je sais pas, voilà, c'est peut-être en corrélation avec la performance de l'équipe de France ce samedi, écoute, on sait Ah, pas. c'est magnifique. J'espère que du coup ce jeudi matin on aura un grand soleil parce que l'équipe de France aura fait première de sa poule en venant au bout du Portugal. Mais voilà, on va donc passer sur Benjamin Pavard, on vous a mis un chiffre, 2. C'est la note donnée par les médias comme l'équipe ou Eurosport à Benjamin Pavard pour sa piètre performance face à la Hongrie samedi. Je te sentais particulièrement chaud sur le sujet, Mathieu. Je vais donc te laisser carte Ah ouais. blanche pour parler de Benjamin Pavard. Et ben, aux abonnés absents, notre cher Pavard. Et puis, il a été en retard du début jusqu'à la fin, en retard sur ses interceptions, en retard sur sa vigilance, sur la prise de profondeur de Salah. Il a été en retard sur plein de 1 contre 1 où il a fait des fautes à répétition. Voilà, il s'est fait totalement bouger. Benjamin Pavard a été en retard, il n'a pas du tout pris le train à l'heure. Et puis, on expliquait que la France, c'est un collectif et une performance défensive, mais surtout collective, qui a permis d'aller chercher ces 3 points face à l'Allemagne. Ici, on a l'impression que ce naufrage, même s'il n'est pas le seul coupable évidemment, mais ce naufrage défensif euh, était un peu la faille décelée par les Hongrois et ils s'en ont servi, très bien servi d'ailleurs, puisqu'il faut aussi noter ces belles prises de profondeur des deux attaquants hongrois qui ont été très lucides par contre face au but. Mais voilà, Pavard, s'il vous plaît, s'il te plaît, Benjamin, si tu nous écoutes, ne refais pas des matchs comme ça. Ce n'est pas possible. La question aussi qu'il faut se poser, c'est que c'est un joueur qui a un peu la. Enfin, allez, c'est le chouchou de Deschamps. Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais on va dire que c'est un peu le joueur qui, peut-être manque de concurrence sur son côté, peut-être qu'il a un peu voilà, cette clé d'immunité, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, c'est pas la première fois que Pavard est largement en dessous, et c'est pas la première fois que Pavard coûte de nombreuses occasions et peut-être des buts. Je sais pas, j'arrive aujourd'hui à me demander, en tout cas je me le suis demandé à la fin de la rencontre, si il était au niveau de ce groupe France. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grégoire. Peut-être que j'y Bah, vais un peu fort. Hein. tu vas un peu fort, oui et non. C'est vrai que voilà, maintenant il s'est affirmé comme un titulaire au Bayern Munich. C'est un joueur qui a progressé, on peut pas dire le contraire. Donc il faut quand même mettre un minimum de respect sur son nom. Maintenant, c'est sûr que ça soit face à la Hongrie samedi ou ou lors de quelques rencontres en équipe de France ces derniers mois, comme tu l'as dit, sa gestion de la profondeur, son placement défensif laisse vraiment à désirer. Et même au niveau des centres, franchement, moi je trouve que quand il est arrêté, il a du mal à faire remonter le ballon au-dessus de 3 mètres. Et c'est vrai que ça, Effectivement, j'ai même pas évoqué cet apport offensif. c'est quand même embêtant pour un défenseur droit qui est censé être titulaire en équipe de France, quand on sait que l'équipe de France est potentiellement la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Donc non, c'est très compliqué. Il a été en très grande difficulté. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a perdu beaucoup de duels. Comme on l'a dit, le but hongrois vient aussi de son côté. Même s'il va ranier pour quelque chose. C'est sûr que Benjamin Pavard a sorti une prestation vraiment de très faible qualité. Et on est en droit d'attendre bien mieux d'un joueur de ce calibre. D'ailleurs, on en parlera après avec les compositions probables. Mais il y a potentiellement Jules Koundé qui le remplacerait samedi. Qu'est-ce que je dis? Mercredi face au Portugal. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que un naufrage, ce monsieur Benjamin Pavard. C'est Enfin, vrai, ça c'est sert à vrai rien que d'en parler des tonnes et des tonnes, mais c'est. ça peut être intéressant. D'ailleurs, on parlera, je te dis, de cette option tactique juste après. Mais c'est vrai, quand on voit les latéraux du Portugal notamment, bah, on a peut-être besoin aussi d'un latéral qui met la pression et qui a une qualité technique suffisante pour pouvoir ramener du danger devant la surface. Et peut-être que dans ce registre-là, Jules Koundé sera plus efficace que Benjamin Pavard. Je ne sais pas si tu veux parler d'un autre joueur en particulier, ou peut-être même de Benjamin Pavard avant qu'on passe au dernier enseignement, peut-être aux satisfactions de cette rencontre face à la Hongrie. Non, pourquoi pas juste peut-être rapidement faire un petit signe sur Lucas Digne, puisque c'est Lucas Digne qui a été le seul remplacé et le seul nouveau dans ce groupe-là. Lucas Digne qui avait un profil plus offensif que Lucas Hernandez et donc qu'on attendait bien plus sur les devants.
Il y a eu de bons centres, il y a eu de belles initiatives offensivement. Après, défensivement, on se rend compte qu'il a encore du mal. Et c'est fou de se dire que face à cette équipe hongroise, qui, avec tout le respect que j'ai, est une sélection avec un effectif d'une moindre qualité, a réussi à faire autant mal à ses latéraux de haut niveau, puisque Lukadin est un des meilleurs joueurs à son poste en Première Ligue. C'est dire, il a eu beaucoup de mal, et dès que les Hongrois trouvaient des bons espaces, bah, il était encore en retard. Voilà, c'est le petit mot sur Lukadin. Je ne sais pas comment ce que tu en as pensé, parce que c'est lui qui est rentré un peu dans cet euro avec l'idée des champs. Bah écoute, Lucadine, moi j'ai trouvé sa prestation plutôt pas trop mal. Pareil, seul petit bémol au niveau des centres. Je crois qu'il y a 5 centres pour un seul réussi. C'est un problème quand on joue avec un bloc bas, il faut que les centres soient millimétrés, ça n'a pas été le cas. Et du coup, les Français n'ont pas eu énormément de munitions à se mettre sous la main, outre les 3 occasions qu'on a évoquées tout à l'heure de la part de Mbappé et de Benzema, mais c'est sur une prestation bien plus solide de Lucadine que de son compère à droite. Benjamin Pavard. Ouais. Benjamin Pavard, oui. Moi, je voulais peut-être signaler en top N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a récupéré 9 ballons, ce qui est un record dans le match, qui est le joueur qui a également intercepté le plus de ballons, au nombre de 4. Donc c'est vrai qu'il a été extrêmement précieux à la récupération, N'Golo Kanté. Je trouve qu'il a fait un bien meilleur match, lui, pour le coup, que contre l'Allemagne. Et là où on disait il y a une semaine que la prestation de Paul Pogba avait permis de masquer un peu celle d'N'Golo Kanté, bah là, je trouve que c'était complètement l'inverse. N'Golo Kanté a fait un énorme match et il a permis de faire, peut-être pas oublier, mais en tout cas de masquer peut-être la prestation notamment d'un Paul Pogba ou d'un Andrea Rabiot qui a été très 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 en deçà de ce qu'elles avaient pu être contre l'Allemagne, Mathieu. Exactement, je suis d'accord avec toi. Kanté a réalisé un bon match. Après, si on pointe du doigt une bonne performance au sein de cette prestation qui a été assez terne, on va dire que c'est un peu celui qui a sauvé les meubles, puisqu'il n'a pas non plus fait un match XXL. Et la preuve en est, c'est que bah, il perd ce ballon sur le but hongrois. Donc, c'est difficile à dire, mais oui, il réalise de bonnes interceptions. Il gagne ses duels, mais à la fin, ça fait un but sur sa moindre petite erreur. Donc, c'est un peu dommage. Après, il n'est pas encore une fois le seul responsable, mais voilà, je voulais juste un peu nuancer ton propos et dire que c'était pas non plus XXL, il peut faire bien mieux, mais c'est parce que les performances de ses coéquipiers ont été vraiment exécrables qu'on peut retenir N'Golo Kanté. Après, justement, et je vais te poser la question, ce sera la dernière question avant de passer aux compositions probables et de basculer véritablement sur ce match contre le Portugal. La France a joué face à un bloc bas, je ne vais pas te l'apprendre, je pense que c'était assez visible. La question c'est, est-ce que aujourd'hui tu es inquiet pour la suite de la compétition pour cette équipe de France, ou effectivement le fait que ce soit un bloc bas, voilà, on sait que c'est toujours, on peut toujours s'y casser les dents, et la France a peu de chances de retrouver une équipe comme ça lors des phases finales ou au moins à partir des quarts de finale. Bah écoute, difficile de faire des pronostics là-dessus. J'ai envie de te dire qu'on espère bien mieux. On espère que c'est un visage. Voilà, on en a vécu hein, des matchs de l'équipe de France un peu compliqués en phase finale, que ce soit par exemple en Coupe du Monde ou lors du dernier Euro. Maintenant, enfin en phase de poule en tout cas. Et maintenant, il faut passer ça. Et puis, bah, il y a un grand rendez-vous qui arrive. J'espère que les regards sont d'ores et déjà tournés vers ce match. Et puis, il y a aussi allez, on va dire qu'on met un peu de l'eau dans notre vin. C'est de se dire que l'enceinte était hongroise. C'est le seul stade où il y a des supporters à combler. Et puis, il y a aussi le fait que c'était un match à 15 heures, chaleur incroyable. Tu joues face à un bloc bas, tu manques de lucidité. Allez, on peut dire qu'il y a tout ça aussi. Je pense pas que la France peut douter encore une fois enfin, ne peut pas être éliminée non plus par une telle équipe. Elle reste favorite à 7 euros. Après, à voir pour la suite. Mais bon, je pense pas qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le moment, on va dire. On va dire que c'est un gros panneau danger. Et il faut faire attention face au match du Portugal. Oui, oui, oui. Après, bon, Antoine Griezmann l'a dit, ils n'arrivaient pas à s'entendre parce qu'ils jouaient dans un stade plein, il faisait très chaud. Bon, c'est des arguments qui peuvent potentiellement s'entendre, mais c'est la même chose pour les deux équipes. En tout cas, au minimum pour la chaleur et pour le fait de ne pas s'entendre. Après, évidemment, il y a une équipe qui était plus supportée que l'autre. Mais l'équipe de France doit être capable, en tout cas, vu son standing, de trouver des solutions face à cet adversaire. Je pense qu'on a fait le tour de la Hongrie. Voilà, une rencontre dominée par les Bleus en bloc bas qui ont pris un contre, avec un N'Golo Kanté qui a surnagé au milieu, un Benjamin Pavard qui a été très en deçà de ses performances, un Karim Benzema, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais qui a aussi été
loin de son meilleur niveau, qui a eu du mal à se situer, à l'instar peut-être d'un Antoine Griezmann contre l'Allemagne, et même lors de ce match, qui même s'il a été buteur, n'a clairement pas réalisé une grande prestation Antoine Griezmann. Donc en tout cas, on attendra bien mieux de cette équipe de France ce mercredi face au Portugal. Cette équipe de France justement dont on va vous passer la composition probable. On vous a fait deux petites compositions, on va vous mettre peut-être les premières qui seront en tout cas potentiellement celles qui seront alignées ce mercredi soir. On a donc côté bleu la même équipe que lors du premier match contre l'Allemagne, à deux exceptions près. Jules Koundé qui remplacerait donc Benjamin Pavard et Tolisso qui remplacerait donc sur le flanc gauche de ce milieu à 3 Rabiot. Adrien Rabiot. Et du côté portugais, on aurait donc aussi similairement la même équipe à deux exceptions près par rapport à l'Allemagne. C'est Renato Sanchez qui serait titulaire immédiatement dans cette sentinelle au milieu de terrain et Joao Félix qui prendrait la place de titulaire sur l'aile gauche qui reviendrait Joao Félix après sa blessure et son indisponibilité contre la Mannschaft. Ces compositions, je sais pas ce que t'en penses Mathieu, moi elles me plaisent beaucoup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Effectivement, je pense qu'un Tolisso pourrait amener pas mal de densité au milieu de terrain dans une zone où il y aurait un Bernardo Silva qui fait beaucoup, notamment sans ballon, où il y aurait un Bruno Fernandes. Je trouve que c'est vraiment pas mal et on l'a évoqué juste avant, un Jules Koundé qui pourrait remplacer un Benjamin Pavard, ça pourrait amener ce surplus offensif dont pourrait avoir besoin l'équipe de France pour forcer la décision contre ces Portugais. Le remplacement de Benjamin Pavard à la place de Jules Koundé est indéniablement important, je pense, à ce stade de la compétition, après la mauvaise performance du défenseur du Bayern Munich. Je pense que ça, c'est la bonne solution. Pas besoin de s'attarder sur les qualités de Jules Koundé, lui qui est agressif, qui apporte un duel physique important avec le FC Séville. Je ne doute pas qu'il fera le taf, etc., etc. Après, il y a cette expérience. Voilà, quand moi j'en faisais des tonnes sur Benjamin Pavard en début d'émission, tu m'as fait savoir qu'il ne fallait pas non plus cracher sur lui parce qu'il s'est imposé au Bayern Munich et c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Attention à Jules Koundé de pas s'effondrer dans un match aussi important et aussi intéressant où il aura ni plus ni moins des soldats devant lui, à l'image de Joao Félix qui revient dans ce groupe normalement. Et puis, tu as évoqué Tolisso, je voulais juste m'arrêter sur Renato Sanchez. Il y a un article qui est très bien écrit de la part de Régis Dupont, pardon, nos confrères de l'équipe, on va dire ça comme ça, qui évoque le remake après l'Euro 2016. On sait que c'est là où où il a explosé. Renato Sanchez a réalisé une excellente performance face à l'Allemagne en rentrant en cours de jeu à la mi-temps. Est-ce qu'il est capable de foutre un peu la zizanie dans l'entrejeu? En tout cas, il est annoncé qu'il faudra un Pogba et un Kanté de très haut niveau pour pouvoir arrêter ce gamin qui n'est plus, mais qui est capable de faire de grandes qualités. On l'a vu déjà en Ligue 1. Je ne sais pas ce que tu en penses de Renato Sanchez. Bon, on est d'accord, Gérard, pour se dire qu'un Renato Sanchez en forme, c'est un gars qui peut foutre le bordel dans l'entrejeu français. Ah mais bien sûr, et c'est vrai qu'on a vu énormément de débats du côté du Portugal, notamment avec ce double pivot Danilo Carvalho lors des deux premières rencontres, où on pensait en tout cas, où les spécialistes du football portugais pointaient un manque cruel de créativité au cœur de l'entrejeu portugais, et c'est vrai que clairement Renato Sanchez, c'est exactement pour ça que Fernando Santos en tout cas pourrait le titulariser, pour la simple et bonne raison qu'il amènerait justement cette créativité qui permettrait au Portugal de jouer dans l'avancée et de combiner évidemment avec des joueurs comme Renato Sanchez, comme Bruno Fernandes, pardon. On a aussi un Renato Sanchez qui a la capacité de dézoner complètement, avec un Bernardo Silva qui pourrait venir compenser dans sa zone. Enfin voilà, en tout cas vraiment des mouvements assez intéressants, et je pense qu'il faudra vraiment observer ce qui va se passer au cœur de l'entrejeu, entre les lignes et sur les côtés face au Portugal. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Tu as tout à fait raison, mais toi, je vais te laisser parler parce que là, tu me parles de créativité, ça me va. On a parlé du Portugal, ça me va aussi. Mais toi, on va dire que par le biais d'une équipe française, voilà, tu es un peu admirateur d'un joueur qui s'appelle Corentin Tolisso et qui rentre dans le 11 de Didier Deschamps probablement face au Portugal. Qu'est-ce que tu penses de Corentin Tolisso? Tu nous as expliqué que lui qui pouvait amener un peu plus de densité dans notre jeu de ce qu'a pas fait Adrien Rabiot. Est-ce que tu penses qu'il aura les passes justes, les choix justes? Qu'est-ce que tu nous dis avec Corentin Tolisso? Bah écoute, moi ce que je pense surtout, au-delà de sa densité, effectivement, du fait que lui aussi peut dézonner est vraiment complémentaire de ce milieu de terrain, ce qu'on a pu voir sur les matchs amicaux, ça offre aussi plusieurs options si ça se passe pas très bien en cours de match.
Je pense par exemple au recours au 4-2-3-1 que Didier Deschamps a mis en place en deuxième mi-temps face à la Hongrie. On pourrait tout à fait imaginer une sentinelle avec N'Golo Kanté et Tolisso, avec un Griezmann en 10, un Mbappé à gauche, un Benzema en pointe, et potentiellement un Kingsley Coman ou un Thomas Lemar à droite, ou alors un Kingsley Coman et un Thomas Lemar à gauche, avec le repositionnement de Kylian Mbappé à droite. Enfin voilà, ça offre en tout cas diverses options. On en parlera après, mais il n'y a plus l'option Dembélé. Voilà, On sait que. qui s'est blessé, Ousmane Dembélé, on Ouais. reviendra dessus après. Mais donc voilà, moi, en fait, le choix Tolisso, au-delà de la simple densité qui va, enfin, de la simple entre guillemets, hein, qui va apporter dans l'entrejeu et pour cette équipe de France face à des joueurs, on l'a dit, comme Bernardo Silva, comme Bruno Fernandes ou comme même Renato Sanchez, je pense que c'est aussi une option tactique qui te laisse le choix de pouvoir changer ton système en cours de match, sans Est-ce tout que si chambouler je non te plus. dis, est-ce que si je te dis que Adrien Rabiot euh, est un élément pas inoffensif, mais qui a du mal à se projeter et surtout qui ne tire pas de loin, est-ce que tu penses que Corentin Tolisso peut apporter ça, peut apporter avec Paul Pogba, parce qu'on sait que N'Golo Kanté tire peu au but, même s'il se projette. Est-ce que tu penses qu'avec Pogba, Corentin Tolisso, c'est une frappe de balle intéressante si jamais l'occasion arrive, quoi. Oui, on a pu le voir que ce soit avec le Bayern Munich ou avec l'Olympique Lyonnais. Hein, Corentin Tolisso, ça peut être une arme de loin aussi. Effectivement, il a une grosse frappe, donc ça peut aussi être une arme de ce point de vue-là. Mais J'ai pas le souvenir d'une frappe de Adrien Rabiot durant le début de la compétition. non, non, c'est vrai qu'en fait, il venait beaucoup au soutien du latéral gauche, donc que ce soit Lucas Hernandez ou Lucas Digne contre la Hongrie, mais effectivement, il n'y a pas ce surplus et ce supplément d'âme qui lui permet de se projeter vers l'avant. En tout cas, il a pas reçu les consignes de le faire, tout simplement. Hein. On parle de ça, mais on n'est pas dans la tête ni dans le vestiaire Mhm. des Bleus et d'idées Deschamps. Donc si ça se trouve, ça lui a été demandé, il a respecté ses consignes. Mais voilà, c'est sûr que Corentin Tolisso, dans la projection offensive, si techniquement il est peut-être inférieur à Adrien Rabiot, il y a un N'Golo Kanté qui pourra tout à fait faire ce travail-là et même un Antoine Griezmann. Hein. Donc peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un troisième joueur à vocation purement technique dans ce milieu de terrain et qu'on peut justement apporter un peu plus de projection. En tout cas, ça promet parce qu'on avait plusieurs fois dit de Didier Deschamps qu'il était un peu restrictif voilà, sur son jeu offensif. Là, il met quand même Jules Koundé qui est un profil très offensif. Il met Corentin Tolisso associé à Paul Pogba qui est justement également un profil qui peut être amené à se projeter et à mettre énormément d'intensité dans les contacts. Donc moi je trouve ça plutôt très pertinent si c'est cette composition-là qui venait à être alignée. On va peut-être vous Tout passer à fait d'accord. la deuxième composition probable. On vous a mis le Portugal en 4-3-3 avec peut-être un Moutinho si jamais on veut renforcer le milieu de terrain côté portugais avec évidemment un Cristiano Ronaldo devant. Et côté bleu ce serait donc la composition habituelle avec un Rabiot et un Pavard, même s'il y a peu de chances quand même que cette composition soit celle qui débutera le match contre le Portugal. On vous la met au cas où, voilà, on sait jamais. Nous sommes prévoyants chez Wisport. Comme je te l'ai dit juste avant, Mathieu, il y a cette nouvelle assez terrible pour l'équipe de France qui est le forfait d'Ousmane Dembélé. Ousmane Ouais. Dembélé qui s'est blessé au genou. Et on va vous passer une stat, c'est depuis son arrivée au FC Barcelone, c'est une 10e blessure à la cuisse. J'ai dit le genou, je sais pas pourquoi, c'est la cuisse. Voilà, donc c'est une zone très fragile chez lui. Depuis 2017 et sa signature au FC Barcelone, c'est la 12e blessure d'Ousmane Dembélé, soit une indisponibilité de 536 jours. Donc voilà, ça fait presque 2 ans. Et sur 12 blessures, oui, vous aurez bien fait le calcul, c'est une 10e à la cuisse. Donc ce qui montre vraiment la fébrilité physique malheureusement d'Ousmane Dembélé. Il ne sera pas remplacé Mathieu dans ce groupe des 26, donc les Français seront Ouais. 25 jusqu'à la fin de la compétition. Euh, pour toi, est-ce que c'est véritablement un coup dur pour les Bleus? On a notamment parlé de la reconversion en un potentiel 4-2-3-1. C'est vrai que c'était le spécialiste au poste de cette aile droite de ce 4-2-3-1 qui aurait pu être aligné par Didier Deschamps. Ce qu'il a fait d'ailleurs, toi qui as dit que Deschamps ne s'était pas adapté face à la Hongrie, il a essayé ce petit changement. On a Ousmane Dembélé qui est rentré, qui a touché le poteau d'ailleurs, et qui au final Ouais. est ressorti blessé à la fin de la rencontre. Qu'est-ce que tu peux dire en 2-3 mots de ce forfait d'Ousmane Dembélé sur les conséquences que ça peut avoir pour cette équipe de France? C'est un élément offensif hyper important dans cette équipe de France, puisqu'avec Kingsley Coman, il représente un peu cette sortie de banc qui peut faire basculer la rencontre côté Exactement, bleu quand on joue un ça peut faire bloc-bas. office de 12e homme. Hein. Ah, mais clairement. Et bah, enfin, je sais que Eurosport titrait que c'était la poisse, encore une fois, pour Ousmane Dembélé. Je pense qu'il y a plus que ça, hein, véritablement. C'est un jeune joueur
on sait, pour ne pas pouvoir lui mettre des bâtons dans les roues, mais à une hygiène de vie différente de celle peut-être des grands joueurs. En tout cas, dans le passé, ça s'est vérifié, puisqu'il y a eu de nombreux témoignages là-dessus. Et puis, encore une fois, j'ai pas envie de le tacler, mais autant de jours, quoi. Enfin, de la même manière qu'on en vient à tacler Neymar quand il est tout le temps sur le banc, quand il est tout le temps dans les tribunes pour avoir des matchs. Eden Hazard qui a fait une saison quasiment blanche au Real Madrid à cause de ça. Je pense qu'Ousmane Dembélé rentre dans ce sac. Donc c'est vraiment, pour moi, il n'y a pas que de la poisse, hein. Enfin, véritablement, je pense que c'est pire que ça. Bref, pas besoin de s'étendre là-dessus, mais ouais, il y a un éthique de footballeur et puis il y a une hygiène de vie à avoir. Je pense que Dembélé paye un peu les pots cassés de tout ça. Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de dire que qu'il ne soit pas remplacé, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Après, c'est fou de se dire que c'est le jour où Coman a un enfant, hop, il revient, il n'est pas dans le groupe, putain, il faut un élément offensif. On le met pas. Et puis Dembélé, il rentre, il fait une prestation qui est très très bonne puisqu'il joue un quart d'heure, 20 minutes de très haut niveau, de haute volée où il touche le poteau, il est à deux doigts de marquer ce but. Et puis bang, il retombe. Enfin, moi, je suis un peu déçu, effectivement, que l'équipe de France perde Ousmane Dembélé pour son apport offensif qui est indéniable. Toutefois, j'ai envie de dire, c'est pas bien fait pour sa gueule, faut pas aller jusqu'à là. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus à la poisse, c'est casse-couille quoi. On peut plus garantir dans le football actuel les clés d'une attaque ou les clés des dernières minutes d'un match avec une sélection telle que l'équipe de France, avec un joueur aussi fragile. Et ça, c'est valable pour les sélections ou encore une fois pour les clubs. Il y a des joueurs qui peuvent apporter qui peuvent faire basculer la rencontre. Et je vais terminer avec Claude François qui disait je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, c'est comme d'habitude. Dembélé, c'est comme d'habitude. Il se blesse, il se blesse, il se blesse. Et franchement, ça commence à être lourd. Limite pour le FC Barcelone aussi, même si c'est pas le débat. Voilà, j'en ai un peu trop dit, je pense, pour Dembélé. Ouais, par contre, j'ai beaucoup aimé la citation sur Claude François, tu me surprendras, effectivement, toujours. Je trouve ça assez incroyable. Après l'article de l'équipe de France sur le début de la compétition des Bleus, en référence à certaines citations de Laurent Voulzy sorties sur le site de Wisport il y a quelques jours, tu es absolument phénoménal sur ces citations. Je ne sais pas comment tu en sors comme ça, pléthore à la demande, mais voilà, on va pas se plaindre en tout cas de compter une individualité comme celle-ci dans le collectif Wisport. Effectivement, tu l'as dit, Ousmane Dembélé, c'est donc une option en moins pour l'équipe de France. Peut-être que ça nous donnera plus l'occasion de voir un Kingsley Coman, un Thomas Lemar, voire un Marcus Thuram qui peut-être ne passera plus sa rencontre en tribune du coup. La bise à Moussa Sissoko et Léo Dubois qui ne sont pas encore sortis d'affaires, il faudra encore deux blessures. Mais voilà, en tout cas Ouais, ça... peut-être Grégoire, juste pour étoffer un peu le débat et pour éviter que tu te répètes là-dessus sur Ousmane Dembélé, est-ce que tu penses que c'est une opportunité parce qu'il n'est pas remplacé et parce qu'il y a cette blessure pour des joueurs comme Wissam Ben Yedder, pour Marcus Thuram, pour encore Olivier Giroud, Kingsley Coman, surtout Wissam Ben Yedder ou Marcus Thuram, de rentrer un peu, avoir un peu de ce temps de jeu et pouvoir faire partie des plans d'idées des champs dans les dernières minutes d'une rencontre où il y a beaucoup de mal offensivement. Ça c'est compliqué. Alors tu m'as cité des noms individuellement Allez, peut-être, Wissam collectif. Ben Yedder, Marcus Thuram, Olivier Giroud et donc Kingsley Coman qui semble le 12e homme Honnêtement, le honnêtement, je crois beaucoup plus en Kingsley Coman, Olivier Giroud et Thomas Lemar qu'en les deux autres. Enfin, je crois. Ouais. Je crois beaucoup plus que Didier Deschamps peut potentiellement les titulariser en phase finale. C'était ça le fond de mon propos. D'autant plus que là, il va plus y avoir de matchs sans enjeu pour pour l'équipe de France, donc il n'y aura pas l'opportunité de faire tourner sur un troisième match comme on a pu le voir par exemple face au Danemark en 2018. Donc c'est très compliqué, je pense, pour Marcus Thuram ou pour Wissam Ben Yedder. Il faudrait un concours de circonstances assez incroyable. On a vu que quand Benzema était pas bon, c'est Giroud qui le remplaçait. Je pense que sur les côtés, on va pas privilégier un Marcus Thuram, mais plutôt, comme je l'ai dit, un Coman ou un Lemar. Donc non, cette équipe de France a encore de la ressource. Cette équipe de France peut tourner, malgré tout, pour des joueurs comme Wissam Ben Yedder ou Marcus Thuram. Ça me semble aujourd'hui compliqué. On va peut-être passer à une nouvelle partie, à la troisième et avant-dernière partie de cette émission. Ce sont les clés du match. Tu sais que j'ai l'habitude de te demander tes clés du match pour Mhm. Je l'ai fait donc pour l'Allemagne, pour la Hongrie. Évidemment, tu ne vas pas échapper à cette partie aujourd'hui. Je vais te demander, mon très cher Mathieu, tes clés du match pour la rencontre de ce soir entre le Portugal et la France. Plus que jamais, le trio est attendu. Alors, on en a mis peu
On a souvent été voilà, un peu, un peu exhaustif quant aux qualités de Antoine Griezmann que de Karim Benzema ou encore de Kylian Mbappé, tant on sait qu'ils sont capables de tout et de merveilles, qui font partie des trois, sans le moindre doute, meilleurs attaquants de la planète actuelle. Maintenant, aujourd'hui, le doute et l'incertitude s'installent avant d'attaquer les phases finales de la compétition, puisque tu l'as dit en début d'émission, les Bleus sont déjà qualifiés. Il va falloir une attaque lucide face au but et surtout prolifique. Impossible de ne cadrer qu'un seul tir sur ces 6 tentatives. Et puis, Karim Benzema, qu'on le veuille ou pas, porte une statistique qui est sombre, très sombre pour un joueur de tel niveau, à savoir le fait qu'il ne marque plus sur ses tentatives à l'Euro. Il a tenté 30 fois, c'est dire. Ah non, j'ai n'importe quoi. Il a joué 8 matchs, si je dis pas de bêtises, et sans marquer un seul but dans l'Euro. Donc il va falloir le déclic, malgré qu'il y ait beaucoup de joueurs, de coéquipiers qui soient là pour l'aider. Bref, il faudra le déclic. On s'en passe de cette attaque. Et puis, Jules Koundé, et c'est un peu le Corentin Tolisso aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir de l'expérience, puisqu'on joue plus que face à des talents, une qualité. Là, c'est carrément un 16e de finale dans le 8e de finale, même si on n'est pas éliminé. Mais c'est de se dire aussi que il va falloir une expérience, il va falloir savoir jouer avec la tête, au-delà de jouer avec le cœur et surtout les jambes. Compliqué de bousculer ce groupe Portugal quand il est en mission. Et le dernier, on n'en a pas parlé lors des compositions d'équipe, mais j'ai noté la défense du Portugal. Voilà, Pepe Ruben Dias, c'est plein d'expérience, mais c'est aussi un talent énorme. Fernando Santos se base sur cette charnière d'expérience, mais aussi sur ce défenseur de City qui réalise une saison stratosphérique avec les Citizens, qui sera sans le moindre doute dans les points de Guardiola la saison prochaine, lui qui est champion d'Angleterre. Et puis voilà, moi, j'avais marqué le double pivot Carvalho-Danilo qui me semblait en plein d'interrogation et je m'étais dit que franchement ce serait le gros point faible de cette équipe du Portugal et qu'il fallait en profiter dans l'entrejeu. Mais je ne sais pas s'il sera conduit ou pas, donc je vais éviter d'évoquer ça. Voilà, ça fait attaque, expérience, et puis j'ai noté Ruben Dias et Pepe, la défense centrale, qui sera un point culminant face à notre attaque Giroud, Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Très bien, écoute, on va parler d'une autre individualité. On vous a préparé d'ailleurs une petite stat. C'est évidemment Cristiano Ronaldo, monsieur Cristiano Ronaldo. 3 buts depuis le début de cet euro, voire même 4 si. Non, non, 3. 3. Qui est donc meilleur buteur de l'euro avec 12 buts. Lui qui a disputé, on le rappelle, hein, de très nombreux euros, qui est là depuis le début du siècle. Et Ronaldo, c'est aussi le meilleur buteur européen en grande compétition de l'histoire, à égalité avec Gerd Müller et Miroslav Klose, c'est 19 buts. Donc voilà, ça témoigne un peu de la longévité et de l'efficacité de ce monstre qu'est Cristiano Ronaldo. En tout cas, ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu regardes un peu aussi la Copa América. Moi, je regarde quelques bouts de match et c'est vrai que je vois aussi des grandes prestations de Lionel Messi. Et l'objet du débat aujourd'hui, il n'est pas de savoir qui est le meilleur, mais il est juste voilà, d'apporter une petite touche et un petit propos sur le fait que je suis très heureux de voir que ces deux monstres à presque 40 ans sont toujours au top de leur forme. Voilà, ça fait vraiment plaisir en tout cas et ça témoigne encore une fois des deux monstres qu'ils sont et de la trace qu'ils laisseront dans l'histoire du football. En termes de clés du match, moi j'en ai retenu plusieurs. J'ai retenu le Portugal évidemment qui était en très grande difficulté sur les côtés contre l'Allemagne. On vous a mis la stat, 2 buts contre son camp. Le Portugal est la première nation européenne à concéder 2 buts contre son camp dans une même rencontre lors d'une compétition majeure, donc que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Moi je pense que voilà, une des clés du match ce sera vraiment de mettre énormément de pression sur les côtés et dans la surface des Allemands, que ce soit des Allemands, des Portugais. Je sais pas ce que j'ai avec les Allemands aujourd'hui, hein. Franchement je veux pas les lâcher. Mais non voilà, une des clés du match pour moi ce sera vraiment d'appuyer sur les côtés avec nos deux latéraux qui sont voilà, qui ont à vocation très offensive, on l'a dit et répété au cours de cette émission. Et d'apporter le danger devant le but. On a des joueurs qui sont capables, comme Kylian Mbappé, comme Karim Benzema, de produire, de se créer des occasions, d'apporter du danger. Et même sur coup de pied arrêté, j'ai envie de dire, on l'a vu notamment contre l'Uruguay en Coupe du Monde. On a un Raphaël Varane qui est très bon de la tête, qui est capable d'apporter du danger. Donc voilà, même un Paul Pogba aussi qui peut amener de la présence dans la surface. Ce sera une des clés pour moi d'être efficace sur ces phases de jeu, que ce soit les centres, les corners, les coups de pied arrêtés. Ce sera assurément une des clés. Et j'aimerais évidemment voir de Karim Benzema
continue de décrocher comme il a pu le faire contre l'Allemagne. Voilà. On le sait, hein, le but et le rôle principal de Karim Benzema, ce n'est pas nécessairement de marquer dans cette équipe de France, c'est d'alimenter vraiment les joueurs qui tournent autour de lui. Et j'aimerais vraiment à nouveau le voir dans ce registre. Lui qui n'a pas beaucoup décroché contre la Hongrie, on a vu le résultat. J'aimerais vraiment qu'il vienne s'intercaler entre les lignes du Portugal et qu'il vienne aider un N'Golo Kanté, un Paul Pogba, un Corentin Tolisso vraiment à contrôler le tempo de la rencontre en maîtrisant la possession du ballon. Voilà, que l'équipe de France s'affirme un peu plus. Et d'ailleurs, c'est à mon avis dans ce sens que souhaite tendre Didier Deschamps au vu de sa composition probable. Et puis voilà, c'était mes deux clés du match, je pense. Après, effectivement, comme toi, il y a cette défense portugaise qui va être un gros point d'interrogation, même si la charnière a rassuré avec notamment Ruben Dias, qui, tu l'as dit, a fait une énorme saison du côté de City. Puis bon, on connaît toute l'expérience de Pepe, hein, qui est passé par le Real Madrid, Porto et consorts. Donc voilà, Peut-être tu as résumé tes évoquer clés du un match point. en 3 points. Moi, je dirais donc efficacité, euh, apport du danger sur les côtés et contrôle de la gestion du match au milieu de terrain. Je te laisse Peut-être un la main dernier pour... point, oui, vas-y, vas-y. Grégoire, admirateur de la Casablanca. Est-ce que tu peux me dire si le fait que Raphaël Varane connaisse peut-être sur le bout des doigts, même s'il est capable de grandes surprises et de gestes de génie absolu, Cristiano Ronaldo, est-ce que tu penses que cette relation peut donner un avantage aux Bleus avec Raphaël Varane qui, pour le moins, a défendu sur Cristiano Ronaldo pendant de nombreuses années au Real Madrid? Alors bien sûr, ça peut être quelque chose de positif et un atout pour l'équipe de France. Je ne vais pas te dire le contraire. Maintenant, voilà, je pense que Cristiano Ronaldo a Il n'a suffisamment pas besoin de évolué au ça cours pour de être sa en carrière. difficulté. Voilà, il a pas besoin de ça pour se créer des occasions, je pense. D'avoir des défenseurs qui sont novices en face de lui. Je pense que même les défenseurs qui ont joué 5 ou 6 fois contre lui au cours de leur carrière n'ont toujours pas compris trop comment il fonctionnait. Donc non, après Raphaël Varane s'est entraîné tout le temps avec lui, Karim Benzema aussi, donc évidemment ça peut indéniablement être quelque chose de positif pour cette équipe de France. Maintenant, effectivement, je pense que ça ne fera pas tout et qu'on ne peut pas résumer l'analyse au fait de dire que Raphaël Varane et Karim Benzema connaissent Cristiano Ronaldo, donc que le Portugais restera nécessairement muet contre les Bleus. Pour finir cette émission, je vais te demander ton pronostic. On se l'était donné contre l'Allemagne, on se l'était pas donné contre la Hongrie. On va peut-être faire les superstitieux. Je sais pas qu'on donne un prono, l'équipe de France finit par gagner. Pour l'instant, c'est du 100%. Donc, on va peut-être se donner un pronostic aujourd'hui. Je vais te demander le tien, Mathieu. Je vois les Bleus remporter cette rencontre et je vois quand même Cristiano Ronaldo marquer parce que c'est un danger absolu, que ce soit sur un coup de pied arrêté, coup franc pénalty ou je ne sais pas quoi. Je le vois quand même trouver le chemin des filets. Donc je vais dire, allez, 3 buts à 1, puisqu'on sait que après avoir vu le match de l'Allemagne contre le Portugal, j'ai quand même eu ce sentiment que la performance de la France contre cette Mannschaft était quand même assez très importante, quoi. Ça a mis du grain de sel à cette prestation défensive XXL de l'ensemble du groupe. Je pense que là, ils peuvent être plus prolifiques. L'Allemagne en a mis 4. J'en donne 2 à la France et c'est bon, ça va bien. 2-1. Ah, t'as dit 3 juste avant. Ah, 3-1. 3-1. Voilà, 3-1. Du coup, tu donnes 3 buts à la France. Écoutez, ça me permet justement de faire un pronostic différent du tien, du coup, puisque je vais dire 2-1 pour la France. Je comptais dire 2-1 pour la France. Tu as failli me prendre mon pronostic, mais je vais rester Ah, c'est sur bon. 2-1 pour la France. Je pense que ce sera un match assez fermé. On a une équipe de France qui, peut-être, sur le projet offensif, n'est pas une équipe aussi accomplie que l'équipe allemande. Donc, je pense pas qu'on en passera 4 au Portugal comme les Allemands en ont passé 4 au Portugais samedi dernier. Mais voilà, je pense que l'équipe de France a suffisamment de qualité individuelle, notamment au milieu, bien plus que ces Portugais pour le coup qui, à défaut d'avoir une équipe stratosphérique sur le papier, n'ont pas autant de certitude collective que les Bleus et n'ont peut-être pas autant de matchs références que les Bleus depuis 3 ou 4 ans maintenant. L'équipe de France, on l'a vu, on s'en souvient, c'était sorti des griffes du Portugal dans son groupe de Ligue des Nations, donc pour défier d'ailleurs la Belgique à la rentrée en demi-finale de Ouais. cette Ligue des Nations. Donc ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, je vois cette équipe supérieure à celle du Portugal, à son bourreau de 2016. Et je vois donc cette équipe de France s'imposer sur le score de 2 buts à 1 et terminer en tête de son groupe, comme c'était déjà mon avis en tout cas, avant même le début de la compétition. Je sais pas Et si un tu veux mini rajouter rappel, un Grégoire. mot, vas-y Ouais. Mathieu. Bah, juste pour dire que cette victoire est très importante puisque si jamais la France venait à terminer troisième de son groupe, elle pourrait affronter un très gros morceau, à savoir le Portugal ou le Pays-Bas
lors des huitièmes de finale. La Donc, Belgique ou les Pays-Bas. La Belgique ou les Pays-Bas, effectivement. Voilà, donc ça pourrait être compliqué. Donc victoire impérative. Mais voilà, c'est une petite information pour dire que si jamais les Bleus devaient affronter la Belgique au huitième de finale, l'aventure s'arrêterait là, donc ce serait bien dommage. Il faut gagner. T'auras jamais une. Et donc du coup, pour rebondir sur mon propos, si la France a mis en tête de sa poule, elle pourrait jouer contre la Suisse ou l'Ukraine en huitième de finale. Et si elle Voilà, c'est finit magnifique ce deuxième, complément d'information. et si elle finit Ce deuxième, complément d'information. et si elle finit deuxième, elle jouerait le premier de la poule de l'Angleterre. Donc ça serait soit l'Angleterre, soit la République tchèque en fonction du résultat de cette poule-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre à venir entre Oui, la voilà. France et le Portugal. Il va me Peut-être un rester minimo, Grégoire. Peut-être sur... un minimo. Bon, Allez. je te pose une petite question là comme ça pour finir l'émission, voilà, parce qu'on est bien, on est cosy, on est tous les deux, on est tranquille. On a eu des nuits un peu tous les deux difficiles, mais bon, ça fait du bien d'être cette émission là tranquille et de pouvoir se poser. Est-ce que le fait de voir les autres écuries, comme la Belgique, comme l'Italie, comme le Pays-Bas, être en feu, est-ce que ça t'inquiète pour cette équipe de France encore plus ou pas? Est-ce que tu te dis que les Bleus ne sont pas au niveau quand d'autres sélections ont tout pour réussir et pour aller au bout de cette compétition? Écoute, on en parlera dans l'émission de fin de semaine de récap Oh, mais c'est sur toutes magnifique. les équipes. Et Mais voilà. maintenant, Mais tu m'as cité la Belgique et les Pays-Bas, j'aurais pu se remplacer pour l'instant l'Italie, par la Belgique par l'Italie. Parce que l'équipe ouais. italienne est celle qui m'a peut-être le plus impressionné avec celle des Pays-Bas, même si effectivement le niveau de leurs deux poules respectives ont été assez bas. Même si évidemment l'Italie, je t'avoue qu'au début je m'attendais à un niveau beaucoup plus relevé dans la poule, mais quand on a vu le niveau notamment de la Turquie, La Turquie. c'est Ah sûr que ouais. ça enlève un peu de crédit, sans enlever tout le crédit hein, évidemment. Bravo pour les travaux de Mancini, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas plus inquiet que ça par rapport au niveau de l'équipe de France, puisque c'était ta question. Je ne trouve pas qu'une équipe soit significativement au-dessus des Bleus. En tout cas, peut-être visuellement, c'est plus impressionnant. Mais on connaît la capacité de cette équipe de France à rester très solide, très compacte et, et à gagner sur des scores très, très serrés. Mais voilà, qui suffit toujours pour passer. Et on le sait, une compétition, je sais plus qui disait ça la dernière fois, on s'est dépassé les citations de certains journalistes, mais une compétition, ça ne se gagne plus en étant l'équipe forcément la plus impressionnante sur le terrain, ça se gagne en étant vraiment extrêmement solide derrière, en ayant un schéma tactique qui est très pragmatique face à n'importe quelle équipe que tu peux jouer, et en ayant donc des attaquants de talent, tous les ingrédients qu'ont l'équipe de France. Donc je terminerai sur le fait que l'équipe de France, en tout cas, je pense, ira loin dans cette compétition, on l'espère, et a toutes les armes pour performer, même face à des équipes qui ont visuellement peut-être plus impressionné que cette équipe de France. C'est magnifique, t'as tout dit et ça fait plaisir de voir. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus. Nous, on se donne donc rendez-vous en fin de semaine pour débriefer cette rencontre face au Portugal, pour revenir sur la rencontre qui attend les Bleus en huitième de finale. Ce sera a priori lundi ou mardi prochain, hein. Et on sera de retour même avant pour parler de ces phases de poule et se projeter donc sur cette phase finale. Bon match à tous et allez les Bleus.